Nous restons en attente avec l'Arbi Belkhir, jetant un coup d'œil de temps à autre à la télévision. Mais je suis quant à moi sûr que les Alliés vont frapper d'un moment à l'autre. À 1h30 du matin, aussitôt après les dernières informations, la nouvelle tombe. La guerre du Golfe a commencé, je me retourne vers Rosalie et lui dis « Maintenant, réveille-le ». J'entends la voix ensommeillée et balbutiante de Chadli à l'autre bout du fil. Je souffle à Rosalie de lui dire de prévoir un conseil des ministres pour le matin. Nous restons sur place pour suivre les événements. Les bombardements se succèdent. La réaction des Irakiens n'est venue que 5 longues heures plus tard. Un seul missile Scud est lancé. Je comprends dès lors que les forces irakiennes sont neutralisées puisque les PC et les unités de défense contre-avions sont incapables de réagir. Au Conseil des ministres, alors que j'ai passé la nuit sans sommeil, le président, en ouvrant la séance, me donne directement la parole. J'ai conclu ce jour-là que l'Irak venait de perdre la guerre. J'explique que les bombardements allaient se poursuivre jusqu'à la destruction du potentiel militaro-industriel de l'Irak. Sur question du chef du gouvernement, j'ajoute que cette option allait prendre 20 à 30 jours, visant par là à ménager les susceptibilités arabes. L'après-midi, je refais le même exposé au Conseil du gouvernement. J'apprends plus tard que certains parmi les ministres, surtout le ministre de l'Éducation, M. Ali Ben Mohamed, formé au Moyen-Orient, sont choqués par mon intervention, pensant que l'Irak pouvait faire bien mieux et que ce pays n'avait pas encore réagi et déployé sa stratégie. Je comprends cette fois encore que malheureusement beaucoup pensent avec leurs sentiments et non selon la logique implacable des réalités qu'impose la guerre. Sid Ahmed Rosalie, en rencontrant Saddam, l'abjure de se retirer du Koweït. C'était la seule hypothèse valable, sachant que l'armada déployée par les Américains en face de l'Irak n'avait pas été déplacée pour faire de la gesticulation, mais pour mener une véritable action offensive. Cette appréciation est maintes fois proposée aux Irakiens par plusieurs de nos envoyés spéciaux. Il est vrai qu'en se retirant, l'Irak gagnait la partie ou, du moins, sauvait la face. Il aurait fait l'économie d'une guerre et infligé un sérieux camouflet aux Américains, sans compter la perte de sommes colossales, en ce sens que les forces américaines se seraient déplacées pour rien. Malheureusement, les conséquences seront dramatiques pour l'Irak, qui a prêté le flanc et a exposé à la destruction le potentiel militaire le plus important du monde arabe, qui aurait pu servir leur cause. Fiche adressée au président Chadli suite à sa demande d'envoyer des troupes algériennes en Irak. La fiche technique sur l'Irak constatait ce qui suit. L'Irak, par une opération militaire éclair, a occupé le territoire koweïtien, installé un nouveau régime qui lui est favorable et, à la suite de l'arrivée massive des troupes américaines et étrangères dans la région du Golfe, et notamment en Arabie Saoudite, a annexé cet émirat. Prétextant et amplifiant à dessein une menace d'agression irakienne contre l'Arabie Saoudite, les États-Unis d'Amérique déploient et continuent à déployer des forces terrestres, aériennes et navales considérables et disproportionnées en Arabie Saoudite et dans le Golfe. Exerçant une forte pression multiforme sur les pays occidentaux, les pays riverains de l'Irak et les pays arabes, les États-Unis visent à les amener à s'unir à leur action. Considérant l'absence d'une menace militaire irakienne réelle contre l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe, laquelle absence de menace est confortée par les déclarations réitérées des autorités irakiennes, les forces déployées ou en cours de concentration par les États-Unis et les pays occidentaux se caractérisent par un aspect nettement offensif compte tenu de leur nature, volume et capacité de destruction. Que l'Irak représente la seule puissance militaire et technologique arabe en mesure de constituer une menace potentielle contre Israël, allié stratégique des États-Unis dans la région et ennemi des Arabes. Il apparaît que la réaction occidentale, pour disproportionnée qu'elle soit, et qui, après les sanctions économiques draconiennes, a pris la forme d'une véritable expédition punitive contre l'Irak, largement et savamment préparée au sein de l'opinion publique internationale. Elle vise globalement les objectifs suivants. Stabiliser à l'avantage des puissances occidentales une région à forte turbulence en assurant la sécurité des régimes fragiles et acquis à l'Occident.
Profiter de la passivité, voire la complicité de l'Union soviétique et le désarroi du monde arabe largement divisé. Que l'intention propre des États-Unis d'Amérique ne vise pas uniquement à dissuader l'Irak d'agresser l'Arabie saoudite et les pays du Golfe, mais que leur intention finale est la destruction des potentiels militaires et technologiques de l'Irak en vue d'abord de sécuriser leur allié stratégique privilégié et ensuite le placer dans une position de force en cas d'éventuel règlement du problème palestinien. Que pour légitimer une opération militaire même limitée contre un pays arabe, gagner l'opinion internationale et même interne, les États-Unis d'Amérique entendent obtenir un cautionnement de la nation arabe par la participation de troupes à leur action. Force est de constater que le sommet arabe tenu le 10 août 1990 au Caire répond aux soucis des États-Unis d'Amérique dans la mesure où la résolution adoptée vise à cautionner et à légitimer leur intervention et leurs alliés occidentaux. Toutefois, et à ce jour, seuls 2 pays arabes, en l'occurrence l'Égypte et le Maroc, ont répondu à l'attente des États-Unis d'Amérique en dirigeant dans la région des troupes somme toute symboliques. Compte tenu de la nature des régimes de ces 2 pays, se distinguant par leurs relations privilégiées avec les États-Unis et leur rapport étroit et continu avec Israël, la présence de troupes égyptiennes et marocaines ne saurait constituer, aux yeux de l'opinion de la nation arabe, une caution suffisante. C'est dans ce cadre qu'il faut s'attendre à un redoublement d'efforts et une accentuation des pressions multiformes de la part des États-Unis d'Amérique pour obtenir la présence à leur côté des troupes de pays suffisamment représentatifs aux yeux de la nation arabe, tels l'Algérie, en priorité la Syrie, la Jordanie, voire la Tunisie, la Libye et même le Yémen. L'envoi éventuel de troupes de l'armée nationale populaire en Arabie saoudite dans cette situation caractérisée par le déploiement dans ce pays de forces américaines et occidentales destinées à l'évidence à une action de destruction des potentiels arabes pourrait, au plan international, aller à l'encontre de la position officielle de l'Algérie exprimée au sommet arabe du Caire et par là même risquer de discréditer les engagements internationaux futurs de notre pays. Porter un préjudice certain à l'audience dont continue de bénéficier l'Algérie au sein de l'opinion des masses arabes. Contribuer à l'affaiblissement de la cause palestinienne et au renforcement de la position d'Israël dans la région. Certes, il n'est pas exclu que l'engagement de troupes de l'ANP en Arabie saoudite pourrait éventuellement valoir à l'Algérie certaines retombées financières et économiques. Au plan national, concourir à discréditer l'autorité de l'État en agissant à contre-courant de la position officielle de notre pays exprimée au sommet arabe du Caire. S'aliéner l'opinion de la population qui, dans sa grande majorité, prend fait et cause contre les troupes étrangères en Arabie saoudite et dans le Golfe. Contribuer à renforcer davantage l'audience et le crédit des partis politiques d'opposition avec pour échéance imminente les élections législatives. Au plan militaire, entraîner le risque de destruction des troupes de l'ANP si l'on considère l'emploi probable de l'arme chimique par les belligérants du fait de l'absence totale d'équipements appropriés en dotation dans nos forces. Différer le développement et la restructuration des forces étant entendu que le volume du contingent à projeter éventuellement en Arabie saoudite ne saurait être inférieur à 1 ou 2 grandes unités interarmes blindées, mécanisées, renforcées. En conclusion, et compte tenu de ce qui précède, notamment les aspects hautement négatifs pour l'Algérie, tout au plan international que national et militaire, il ne saurait être recommandé d'envoyer en Arabie saoudite ou en un quelconque pays du Golfe des troupes de l'armée nationale populaire de quelque nature ou volume que ce soit. Toutefois, il pourrait être envisagé la participation de troupes de l'armée nationale populaire à une force militaire arabe après le retrait préalable de l'ensemble des forces étrangères de la région. Je mesure à cette occasion
le manque de responsabilité des chouyours qui n'hésitent pas à exposer l'Algérie à de terribles représailles. Nos forces auraient été détruites avant d'atteindre le champ de bataille et notre peuple aurait été affamé par l'embargo. Comment expliquer tout cela aux excités assis en face? J'ai une autre raison de ne nourrir aucune sympathie particulière pour Saddam Hussein. C'est lui qui donne l'ordre d'abattre le Grumman Gulfstream 2 présidentiel qui transporte notre ministre des Affaires étrangères, Mohamed Siddiq Ben Yahya, et la délégation qui l'accompagne en mission de paix dans la région. Mohamed Siddiq Ben Yahya meurt le 3 mai 1982 avec 8 cadres du ministère des Affaires étrangères, un journaliste et les 4 membres d'équipage. La commission d'enquête dépêchée sur place, présidée par le ministre des Transports de l'époque, Saleh Goudjil, retrouve dans les débris de l'avion les fragments du missile RR qui fait exploser l'avion algérien. Qui peut, en dehors du dictateur, décider d'abattre un tel avion? Quelle raison d'État a empêché Benjdid de rendre public le résultat de l'enquête? Protester, demander des comptes à Saddam est au-dessus des capacités de Benjdid. Des années plus tard, notre ministre des Transports de l'époque, chef de la commission d'enquête, éludera prudemment la question de la responsabilité dans la destruction de notre avion. Malheureux Ben Yahya, mort pour la paix, mort au service des peuples frères d'Iran et d'Irak, mort parce que le dictateur irakien et les ayatollahs voulaient continuer à s'entretuer. C'est là, beaucoup plus que partout ailleurs dans la région, que l'Orient est compliqué. Un chaos d'ethnies, de peuples, de frontières, de religions, de schismes, d'intérêts divers et antagoniques, de raisons d'États multiples et fluctuantes qui n'obéissent le plus souvent qu'à des mégalomanies de dirigeants, des ambitions, des égoïsmes suicidaires de clans au pouvoir, agités, instrumentés par des mains expertes dont chaque doigt tire ou dévide un fil de l'immense toile d'araignée installée par des États aussi puissants que déterminés. L'attitude des responsables irakiens de l'époque ne concourt pas à les disculper. Loin de là, ils se contentent de rejeter les accusations iraniennes dans un communiqué des plus sommaires. Voici ce qu'écrit le juriste et journaliste Ammar Belhimer dans un hommage qu'il a rendu à Mohamed Siddiq Ben Yahya à l'occasion du 30e anniversaire de sa mort. Même feu Béchir Boumaza, ex-président du Conseil de la Nation, dont on ne peut douter de l'amitié sincère qu'il portait au régime de Saddam et de l'aversion qu'il ressentait pour les mollahs, avoue, trouble et soupçon, un détail l'intrigue au point d'en faire part ouvertement à Tariq Aziz, le puissant chef de la diplomatie irakienne. Son absence aux funérailles de Ben Yahya. Je comprends à vos questions que mes propos ne vous ont pas totalement convaincu, lui avait alors déclaré Tariq Aziz. Boumaza conclut son compte rendu de l'entretien avec le responsable irakien par des propos quelque peu amers. Le panarabisme du Ba'ath irakien et ses prétentions au leadership arabe ne doivent souffrir ni contestation ni concurrence. Or, la médiation algérienne est soutenue par un bon dossier et elle est conduite d'une main de maître. Elle a toutes les chances de réussir. Saddam ne peut admettre qu'un arabe arbitre un conflit entre un arabe et un non-arabe. Pour lui, l'ennemi d'un pays arabe est l'ennemi de tous les arabes. Pour lui, les Algériens sont venus se mêler d'affaires qui ne les regardent pas.